plaisir de vous, téléspectateurs, et puis pour le mien, nous aurons une édition que je pressens extraordinaire avec Daniel Marceline. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Emmanuel. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eddy. Bonsoir, bonsoir à tous. Eddy, merci d'être là. Merci. Et puis, bonsoir et bonjour selon le oui, diffusion. selon l'heure à laquelle, parce qu'il y a des replays. C'est une équipe de choc. Vous êtes prêts? On fait une bonne émission? Oui. On commence par la vie chère. On est lié à l'actualité. Les sénateurs majoritairement de droite, c'est vrai, le Sénat est de droite, ont adopté une proposition de loi portée par le socialiste guadeloupéen Victorin Lurel. C'est important, hein? Socialiste guadeloupéen Victorin Lurel au Sénat, Bélé, vous avez compris, socialiste au Parlement qui en a pris une aussi, qui en a fait prendre une, qui a fait voter une. Ce texte vise à lutter contre la vie chère en Outre-mer, en renforçant la concurrence et la régulation économique, soutenu par le gouvernement. Ben oui, il cherche à réduire les écarts de prix entre la métropole, entre la France, entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, où certaines différences de prix atteignent les 40%. Mais ça, on le sait. Daniel va creuser un peu plus cette loi. Oui, alors, tu as souligné effectivement le fait que ça a été présenté par un socialiste au Sénat. On peut déjà s'interroger pourquoi il n'y a pas plus de cohérence entre les socialistes, pourquoi il faut qu'il y ait une loi à l'Assemblée et une loi au Sénat, oui. Sachant que celle de l'Assemblée doit aller au Sénat et celle du Sénat doit aller à l'Assemblée. Alors, quand on sait par ailleurs que le gouvernement a annoncé qu'il va faire son propre projet de loi, même pas une proposition, c'est un projet de loi. Le gouvernement, c'est un projet. Ben oui, donc par conséquent, on se dit que, on se pose des questions, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas des postures? Moi, je pense qu'on est en droit de se poser cette question. Oui. Compte tenu de mouvements, chacun y est de sa proposition de loi. Alors, revenons à celle qui a été proposée au Sénat par le sénateur Lurel. Rappelons que le sénateur Lurel avait déjà proposé une loi il y a quelques années sur la question des prix et de la concurrence. Oui. Donc là, qui dit qu'il manque de moyens pour pouvoir contrôler. Alors, je voudrais souligner juste dans chaque poste, souligner les deux choses dans les nouveautés. Dans le renforcement de la transparence économique, donc il y a deux choses. Maintenant, pour les entreprises qui reçoivent des aides publiques, elles ont l'obligation de transférer leur compte au préfet. Ce n'est pas de déposer au greffe, c'est de transférer au préfet. Moi, je m'interroge, je trouve que c'est comme si au niveau de la complexité administrative, ce n'était pas déjà suffisant. Maintenant, on en rajoute une couche. Ensuite, alors ça, c'est quand même c'est autre chose. C'est une compétence qui est donnée au préfet pour saisir le juge des référés lorsqu'il y a une défaillance des entreprises au niveau de la transparence du dépôt des comptes. Le préfet peut saisir le tribunal de commerce en référé qui va ordonner cette production sous astreinte. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Sur ce point, je suis persuadé que les auditeurs qui nous écoutent régulièrement, vous vous souvenez que la dernière fois, on a parlé du renforcement du pouvoir des préfets, oui, qui était prévu. Et bien, ça rentre dans le... Mais dans une proposition qui est faite par un sénateur, on s'aperçoit qu'on charge encore la barque du préfet. Alors, quand on est en même temps, on considère qu'il faut récupérer une certaine autonomie et puis en même temps qu'on charge le préfet, il y a encore une cohérence que moi, je ne m'explique pas trop. En ce qui concerne le renforcement de la concurrence, c'est une diminution des seuils. Il ne faut pas rentrer trop dans les techniques, mais avant, c'est un seuil qui est passé de 5 à 3 millions. Ensuite, une extension des pouvoirs des observateurs des prix, des marges et des revenus. Donc, ces observatoires, ils ont des compétences supplémentaires et notamment, ils peuvent directement saisir la concurrence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ensuite, en ce qui concerne la régulation, le projet propose un plafonnement des marges arrière, une protection contre les oligopoles. Alors, la protection consiste à dire que en ce qui concerne la rupture des relations commerciales, il faut que maintenant il y ait un préavis qui soit écrit pour qu'il n'y ait pas il soit pas trop à la merci des groupes. Et ensuite, alors ça me paraît intéressant qu'il propose que maintenant, dans les conditions générales de vente au niveau de l'Hexagone, que l'outre-mer ne soit pas exclu. Parce que souvent, il était dans les conditions générales de vente,
il était prévu que ce n'était pas applicable à l'outre-mer. Et là, ça va changer. Donc, je ne suis pas sûre, vraiment, enfin, je ne suis pas convaincue. Ce n'est pas que je ne suis pas sûre, peut-être que je me trompe. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité, aussi bien du projet de loi socialiste à l'Assemblée, que de celui-là, de la répercussion sur la question de la vie chère. Maintenant, peut-être qu'il faut attendre de voir, mais il faut surtout attendre, me semble-t-il, le projet de loi gouvernemental, parce que c'est là où on va être sûr qu'il y aura un projet une loi qui sera adoptée, parce que, encore une fois, les propositions de loi qui passent dans une assemblée, si elles ne sont pas adoptées dans les mêmes termes dans l'autre assemblée, elles sont lettres mortes. Donc c'est pour le moment des bonnes intentions. On peut pouvoir dire au niveau politique, voilà ce que j'ai fait une loi, on n'a fait aucune loi, mais on peut dire j'ai fait une loi, et pour le moment ça me paraît être plus au niveau de la posture. Oui, de la posture. Ouais. Moi, je pense que l'application des plafonnements, tout ce système qui met au point, ça va être une usine à gaz et puis ça ne va jamais fonctionner. On sait d'expérience que c'est trop. En plus, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est une charge supplémentaire pour les entreprises. Donc, nécessairement, tu retrouves ça sur le paquet de lentilles. C'est plus de boulot. C'est plus de boulot, c'est plus de complications administratives. Non, mais parlons concrètement, quoi, parce que ce sont des gens qui font le commerce, qui font un profit, qui font un bénéfice, qui paient des salaires, qui font des choses comme ça. On leur charge leur barre avec des réglementations, et puis on ne s'occupe pas d'augmenter les salaires, on ne s'occupe pas réellement et concrètement de la zone franche sociale, on ne s'occupe pas réellement d'augmenter le revenu des gens, on ne s'occupe pas de la pauvreté, on fait du cosmétique, on joue par-ci, c'est du touche-pipi. Donc ce ne sont pas réellement des mesures propres à modifier, tu as tout à fait raison, à modéliser différemment, et puis on ne s'occupe pas non plus de mesures réel sur la diversification économique, quoi. Le POSEI pour la production locale, enfin, ça reste des petites réglementations, on donne plus de pouvoir, ça en fait c'est du codifichet, c'est ce que je pense. Oui, mais la vérité, c'est que c'est une technique assez connue de flécher sur une catégorie d'acteurs pour s'exonérer de ses propres responsabilités. Des véritables problèmes. Et donc, parce qu'en réalité, comme on dit, ça qui bon pouce va, pas bon pour qu'en a, les mesures qui sont prises pour les commerces d'outre-mer ne sont même pas applicables aux commerces français de l'Hexagone. Lidl, Aldi, qui sont des grands groupes de communication, ne publient pas leurs comptes. Des grands groupes, je peux en citer d'autres, publient leurs comptes mais ne donnent pas les détails. À la limite, ce qui est publié ici est 10 fois plus performant en termes de transparence que ce qui se pratique sur l'Hexagone. Donc tout ça, c'est une vaste mascarade. Et comme tu as très justement dit, le pouvoir d'achat, c'est les prix d'un côté, mais c'est les revenus de l'autre. Et donc, c'est une manière de ne pas se pencher sur le dossier qui fait mal à l'État que de mettre l'accent sur les acteurs économiques pour s'exonérer de leur responsabilité d'agir sur les revenus. Ouais. Bon, j'avais voulu que cette émission soit une émission quasiment descriptive, pas bisounours, mais enfin pédagogique et autre. Mais il y en a quand même, on en a quand même assez, quoi. On va maintenant dire les choses, on va mettre le pied dans le plat, ou autre chose dans le plat. Tu vas dans le Var, département du Var. Tu veux acheter une voiture, une Renault Clio. Tu vas donc à Perpignan chez le concessionnaire. Le concessionnaire, il a un bâtiment qui est le quart de celui qui se trouve ici. C'est pas la peine de dire à qui il appartient. Tu as une dizaine de voitures et tu veux acheter une voiture. Ta voiture t'est livrée dans les 15 jours. Tu es là en France, comment c'est à la métropole. Tu es là dans la métropole, on va à la métropole. Pour commander une bagnole, tu vas dans les 15 jours. J'ai essayé de voir s'il y a un magasin de pièces détachées. Il n'y a pas de magasin de pièces détachées. Je regardais le hangar, c'est un hangar pas précaire, parce que c'est quand même la France, c'est quand même... Mais je me dis, mais ici, le même concessionnaire, il faut qu'il ait un stock de bagnoles, il faut qu'il ait de pièces détachées, il faut qu'il ait un service à payer, il faut qu'il fasse son approvisionnement, etc. C'est pas le même business, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout la même fonction. Mais tu as un ministre, notre cher ministre Valls, qui fustige les distributeurs et puis qui nous lance, comme tu le dis, un bouc émissaire. Donc on va taper sur le... Alors qu'en réalité, ils gagnent leur vie, hein, attention, hein. Vos copains là, vos copains distributeurs gagnent leur vie, mais vous voyez le boulot qu'ils ont à faire, c'est pas du tout la même chose. Et on nous fait comparer, même au plus haut niveau. Un ministre nous fait comparer des choses qui ne sont pas comparables. Tu
Nous rappelons-nous pour des couillons. Exonération des charges, un sursis bienvenu pour les patrons antillais, ça c'est dit. Je pense que c'est le sujet pour Eddie. Imagine la transition. Parce que ça aurait été vraiment scandaleux qu'ils perdent l'exonération en plus. Bon, alors, on va essayer d'expliquer aux gens pourquoi c'est important Oui. de ne pas perdre l'un des privilèges. C'est bon le mot privilège, là? C'est un peu fort. Les Alors, avantages. les entreprises, les petites et moyennes entreprises, Voilà. pour la plupart, qui constituent l'essentiel du tissu économique. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 50 000 établissements, Oui. un peu plus de 30 000 entreprises en Martinique. Au total, environ 150 000 sur Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc c'est un tissu Mhm. important d'activité. Il y a 17 000 travailleurs indépendants, en plus des chefs d'entreprise, 17 000 travailleurs indépendants. Donc, ces gens-là emploient des salariés et l'un des progrès en matière d'assouplissement des charges, puisque tu parlais on charge la barque, ça a été la LODEOM qui a permis, une loi de développement des DOM, qui a permis d'exonérer une part importante, voire la totalité des charges patronales que les patrons payent en plus du salaire qu'ils versent aux salariés, sur ces entreprises. Alors, rappelons quand même, pour que tout le monde comprenne, quand vous donnez 2 000 € à un salarié, vous devez payer les cotisations salariales. Donc, en fait, ça vous coûte 3 000 et quelques. Et à côté de ça, donc ça, c'est normal, hein, c'est ce que vous enlevez sur le salaire brut du salarié. Vous ne lui versez que le net, 2 000 €, mais la part que vous avez enlevée, vous la reversez à la sécurité sociale et à une caisse de retraite. Mais vous devez également contribuer, vous, en tant que patron, à hauteur, alors dans certains secteurs, c'est jusqu'à 70% du salaire brut, notamment dans le BTP, chaud le vent. Et puis dans les secteurs normaux, c'est 45% environ. Bon, donc en fait, la moitié du salaire que vous versez. Tout ça, c'est lourd. 70% le BTP, il faut vous dire quand même pourquoi. Parce qu'il y a les congés, la caisse Oui. des congés, parce qu'il y a les... Oui, le BTP est un secteur particulier. très particulier, lié à la pénibilité des tâches, Voilà. aux congés, Aux congés, aux périodes de chômage. et puis aux caisses où il Oui, faut. oui. C'est des gens qui sont soumis à des accidents de travail beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fréquents. Donc tout ça, ça coûte C'est ça. très cher. Voilà. Et l'une des mesures d'économie du gouvernement, puisque le gouvernement cherche 60 milliards d'euros, cherchait, parce qu'ils l'ont obtenu, plus que 60 milliards. Et puis là, il suffit que Trump éternue, et là, ils disent il faut dépenser 50 milliards pour réarmer la France par an. Ouais. Donc les mecs, il faut arrêter de déconner. Et en dehors de toutes les normes économiques de stabilité budgétaire. Voilà. Et ils pensent notamment à pomper dans l'épargne des Français. Oui, bon, parce que les Français, ils ont un paquet de blé de côté. Alors revenons aux charges. Le gouvernement, dans sa quête quotidienne de baisser les dépenses, c'est-à-dire, je vais sucrer les exonérations de charges. Ça représentait pour l'ensemble de l'outre-mer quelque chose comme 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros. C'est là que on voit que ça sert à quelque chose d'avoir des députés et des sénateurs. Là, en l'occurrence, une députée réunionnaise, qui, poussée par le lobbying de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, a réussi au dernier moment à faire sauter cette proposition de loi et à rassurer les chefs d'entreprise. Elle s'appelle Audrey Bélim. Elle travaille beaucoup, cette dame. Exactement. Alors, la LODEOM, c'est la loi, je vais chercher ça, la loi d'orientation pour le développement des DOM. Voilà. C'est une loi très importante, oui, parce que ça a prévu beaucoup de choses. Par exemple, ça a prévu la création du GIP en matière de sortie de l'indivision. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Et c'est pas fini, parce que le gouvernement va revenir. Ah non, mais... Ça, c'était dans le cadre du... C'est un an. Oui, voilà, c'est le projet de... Prochaine loi fiscale, ça va revenir. Ça va revenir. Bon. Ou pas. Parce que si les tendances martiales l'emportent, alors la guerre, bon, moi j'y crois pas trop. Par contre, c'est un bon moyen de relancer l'économie. Quand vous dites, bon, il faut se réarmer parce qu'on ne sait jamais, la Russie peut planter ses tentes sur
le Champ de Mars et sous la Tour Eiffel, eh ben, vous relancez la machine économique à produire des armes. Et pour produire des armes, il faut du fric. Et donc, on va relancer la dépense budgétaire. Et bien évidemment, on va oublier les économies qui ont fait l'actualité là, sur ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on va créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 RPP RAC chez nous, tranquille. Non, mais même, je veux dire, même s'ils ne plantent pas l'entente sur le Champ de Mars, l'autonomie par rapport à un allié qui vous lâche, c'est une politique qui n'est pas extravagante. En fait, les Américains ont raison quand ils disent, bon, attendez les mecs, il faut payer un peu, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le parapluie américain, qui existe quand même depuis 1945, a permis aux pays européens de faire des économies en matière d'armement. C'est ça. Parce que, pour vous donner une idée, les Français se sont dit, combien de temps on va pouvoir tenir si jamais il y a des blindés qui viennent ils tiennent 3 jours. Mais est-ce que c'est fou, est-ce que c'est délirant, est-ce que c'est aberrant de dire pourquoi il faut que tout le monde ait des blindés? Je déblatère, je suis fou de dire. Non, pourquoi il faut tu as qu'on ait parfaitement raison. entre les gens blancs, ils sont dans la même culture judéo-chrétienne, là, ils parlent à peu près les mêmes langues, mais il faut qu'ils aient des blindés sur chaque pays, qu'ils augmentent, alors que la France est déjà le deuxième producteur d'armement de l'Afrique. Oui, du monde, et le deuxième exportateur. Alors, la question est la suivante, en fait. C'est, il faut des guerres pour faire tourner la machine de l'économie. C'est tout. Donc là, ils ont dit, vas-y Donald, chauffe un peu la machine. Donald a chauffé la machine et c'est reparti. C'est le déshonneur de l'humanité tout entière. Jingle, société. Nous avons en Martinique un gros bobo, une grosse plaie qui s'appelle l'université. Et il ne faut pas la laisser de côté, il faut y penser. Maintenant qu'il n'y a pas de gros conflits, c'est règle bien, il n'y a pas d'opposition. Les plus chauds devant sont retraités. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on pense à utiliser intelligemment cet outil. Qui c'est qui va en parler? C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Oui, alors l'université, il faut peut-être rappeler, sans rentrer dans effectivement les ressorts qui ont un petit peu cristallisé la rupture de l'université, mais il faut quand même rappeler qu'avant 2014, l'UAG, l'université regroupait 3 pôles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et regroupait entre 12 et 15 000 élèves. C'était ça la réalité du pôle d'effectifs de l'université, ce qui plaçait l'UAG dans les petites universités françaises. Alors, j'ai regardé la réalité des effectifs dans les universités de France aujourd'hui. La plus petite, si on exclut les toutes récentes, celle de Nice et celle de Corse, elle est située en Bretagne Est et elle compte 12 000 étudiants à peu près. C'est-à-dire ce que comptait l'UAG à l'époque et ce que compte aujourd'hui l'UA, parce que malgré tout, Martinique et Guadeloupe ont reconstitué leur effectif pour arriver à ce chiffre, qui est un petit chiffre, à mon avis, à mon sens, trop petit pour faire effet de levier pour pouvoir rayonner convenablement. C'était d'ailleurs un des grands risques qui avait été pointé du doigt au moment de l'éclatement avec la Guyane. La Guyane qui aujourd'hui compte 5 000 étudiants, la Guadeloupe 8 000 étudiants, et la Guyane 4 000 étudiants, la Martinique 5 000 étudiants et la Guadeloupe 8 000 étudiants. Voilà la réalité. Donc ça veut dire il y avait une expression qui avait été sortie à l'époque qui parlait d'université croupion. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une réalité en vérité, parce que la puissance scientifique, la puissance d'attractivité, la puissance intellectuelle de ces organisations repose sur un nombre. Eddy en parle souvent sur le volet économique, mais c'est vrai aussi sur le volet universitaire. Et donc, si on veut ouvrir ses ailes et peser, il faut se regrouper, il faut massifier et il faut viser le nombre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on avance par pôle éclaté. Il y a une tendance aujourd'hui où la Martinique et la Guadeloupe vont-elles conserver encore une unité, parce que maintenant, la notion de pôle est en train de prendre le dessus. Donc, moi, j'ai pas d'informations particulières, mais on pressent bien que la manière dont c'est organisé
c'est polarisé. D'ailleurs, et que ça ne va pas en faveur d'une consolidation. Et il y a quelqu'un, alors j'ai plus le nom en tête, qui a sorti un document que tu m'as transmis, un ancien professeur qui lui fait un peu le rêve de dire il faut que les trois pôles se retrouvent, mais tout en gardant, et c'est là qu'il est un petit peu, je dirais, bancal sur son raisonnement, tout en gardant les parts d'autonomie de chaque pôle, que ça se regroupe pour constituer quelque chose qui permette d'aller vers ce qu'a pu faire l'Université des West Indies. Et voilà. Et malheureusement, on doit constater que ce champ universitaire est tiraillé par des logiques un peu communautaristes, si on considère qu'à la communauté martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, et que là, c'est un échec de la grande région et qui malheureusement ne va pas en faveur de ce que souhaite le fameux professeur en question. Mais quand même, il pose ça comme étant une hypothèse, et il n'a pas tort, il faut trouver le moyen de regrouper ces pôles. Et puis, une deuxième idée qu'il exprime, il dit l'Université des Antilles et donc de la Guyane, si elle reconstitue ses pôles, doit s'appuyer sur une singularité qui est la francophonie, aller mobiliser tous les ressorts de la francophonie qui sont dans le bassin des Amériques pour faire de ce pôle un peu le pôle de la France universitaire dans les Amériques, de manière à se distinguer et à apporter une valeur ajoutée spécifique dans le champ concurrentiel universitaire. C'est une vision qui me paraît intéressante, mais encore une fois, cette histoire de l'université met un peu le doigt sur notre fâcheuse habitude à nous diviser quand nous serions bien plus forts à nous réunir. Certaines universités avec un petit nombre d'étudiants se distinguent par leur excellence dans les classements mondiaux, notamment dans le classement des petites. Il y a un classement spécifique, spécial, classement des petites universités qui s'appelle le Times Higher Education. Voici quelques exemples qui vont totalement à l'encontre. Je n'ai pas d'opinion, mais il y a deux thèses. Il faudrait des états généraux, il faudrait qu'il y ait une réflexion profonde avec les élus, avec les professeurs, avec les étudiants pour savoir que choisir et que faire. Tu as la California, université classée avec moins de 5000 étudiants, mais en pole position de toutes les universités. La California Institute of Technology aux États-Unis, elle est première parmi les petites universités et numéro 1, toute taille confondue, de toutes les universités. Ça contredit ce que dit ce professeur. L'École normale supérieure, ENS, en France, avec environ 2400 étudiants. Elle occupe la deuxième place mondiale parmi les petites universités. Ça demande réflexion, ça demande réflexion. L'École polytechnique France, classée 4e dans ce classement, elle se distingue par son intensité en recherche A et son ratio étudiant-professeur. L'École normale supérieure de Lyon, France, classée 5e parmi les petites universités, elle offre un cadre académique intimiste et pluridisciplinaire. Il y a un groove, comme disent les jeunes, comme on dit en musique. Alors, les points forts des petites universités, ils pourraient faire ça ici, ils pourraient le créer. Quand vous voyez qu'il y a une trentaine, une cinquantaine d'Africains qui sortent de la gosse Niamey, enfin de la francophonie, je cite des mauvais exemples, et qui viennent ici. Effectif réduit favorisant une interaction étroite entre étudiants et professeurs, un petit peu comme l'université de Sceaux, à la porte de Paris, Nanterre, Christian, excellente qualité d'enseignement et de recherche, sentiment d'appartenance et satisfaction avec les étudiants. Donc la taille, c'est pas un sujet. Je pense que. Attends. Oui. On va pas faire un débat. C'est une autre opinion. Et il faut qu'il y ait tout ce petit monde-là pour qu'ils puissent décider entre eux. Je vais dans ton sens en disant que les petites tailles s'accordent avec les logiques de spécialisation. Ouais. C'est ça, c'est tout. Si tu n'as qu'un seul sujet à traiter sur le plan universitaire, tu peux en effet avoir une taille réduite. Alors, mais tu peux aussi faire une répartition et ne pas essayer de tout faire comme on fait ici et de tout faire comme on fait en Guadeloupe. C'est l'une des erreurs. L'Université des Antilles fait face à plusieurs désavantages. Problème de gouvernance et de gestion. Je peux te le dire parce que j'avais mis mon doigt dans l'engrenage du Cérégmia. Je ne vais pas dire pour qui j'étais ni pour ce que je faisais, mais j'étais en tant qu'avocat là. Le manque de transparence dans la répartition des crédits et des emplois dans les pôles. Il y a des cancanges entre ici et la Guadeloupe sur ça. Faiblesse du contrôle financier interne et pratiques budgétaires critiquées. Dysfonctionnement structurel persistant. Recherche peu visible et dispersée. Avec un faible impact international. Très concrètement, quand tu veux prendre une décision, même maintenant avec cette université
c'est existé antillaise, quoi, à Guadeloupe-Martinique. Il y a au moins 10 organes qui se réunissent, comité d'entreprise, comité d'établissement, syndicat de ceci, cela, qui alternativement vont en Guadeloupe ou en Martinique. C'est-à-dire que pour décider d'acheter un tel crayon, ça doit coûter peut-être le prix de 1000, je caricature, ça va de soi. Ce sont ces choses-là qu'il faut régler. Et je pense qu'il faut se pencher, il faut que les élus, il faut que la dotation que chaque année M. Timmy doit donner, elle doit être accompagnée d'un audit du fonctionnement, de la façon dont ça se fait, comme toute entreprise. Parce que je pense qu'on en a besoin pour que les jeunes restent ici, pour qu'il n'y ait pas ce départ. Alors, les conditions de la scission à la Guyane végète, parce que c'est un problème, comme tu dis, de communautarisme. Je reprends ton mot, c'est le mot que je n'aime pas. De montant en avant, que Mme Taubira, à l'époque c'était Taubira Delanon, avait décidé que... signalité coûtier en Martinique, Eddy. Non, C'est Christian. Oui, alors c'est un sujet dont j'ai tenu à parler, parce que vous savez, ce sont des petites choses parfois qui sont essentielles. Hein, comme on dit, le détail, c'est l'essentiel. Alors voilà, la signalétique en Martinique. Alors je propose bien évidemment que nous puissions identifier un certain nombre de photos que j'ai pu faire à la Martinique. Je n'ai pas fait toute la Martinique, hein, parce que ce serait extrêmement intéressant d'avoir un inventaire. Alors regardez ça, ce panneau. Regardez comment celui-là est crochu, par-ci, par-là. Et, vous voyez? Sali, maculé. Voilà. Bon, il y en a, Illisible. je pense qu'il y en avait d'autres, mais enfin là, c'est... Ah non, mais Bon, mais en tout cas, si vous voulez, il faut prendre le temps de voir les panneaux et d'avoir une lecture. Et de se poser des questions. Pourquoi les panneaux de la signalétique sont si sales, si en chien-pontong comme ça? Vous comprenez? Là, on ne peut plus y aller. Là. Non, je veux dire, moi je voudrais partager avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent des priorités. Les priorités, c'est la propreté. Les priorités, c'est l'ordre. On ne va jamais arriver dans une société où tout part dans tous les sens. Voyez. Et la signalétique, c'est important parce que c'est de l'information. C'est aussi pour ceux qui nous visitent des éléments d'orientation. Moi-même, je reçois des touristes et je suis un peu choqué parfois. Alors, vous me direz que ça existe dans d'autres endroits. Hein. Mais voilà. Alors, je pose quelques questions. Qui s'occupe de la signalétique en Martinique? Quelle est la police? Non, mais partageons. Mais ça dépend des routes. Si tu as des routes nationales, tu as des routes communales, tu as des routes... départementales. Départementales, c'est la CTM. C'est la CTM, oui. Ouais, donc les responsabilités sont fragmentées, sont partagées. Bon, en tout cas, CTM et mairie. Est-ce qu'une communauté d'agglomération ne peut pas se dire il faut qu'on fasse un inventaire de tous les panneaux qui sont mal foutus, si je puis dire, de façon à ce que nous puissions avoir une politique, si vous voulez. De même qu'en investissement, on amortit quelque chose, là, il y a avoir des sommes qui sont amorties pour pouvoir permettre d'avoir une signalétique correcte à la Martinique. Non, c'est un enjeu qui est très important, parce que je crois que c'est une éducation aussi. Quand on parle de culture, c'est aussi l'ordre, c'est de la culture. Le civisme, c'est de la culture. Vous voyez, tout ça, ça me paraît très important. Parce que tout ça, si vous voulez, quand il y a du désordre, le désordre, c'est la violence. Le désordre, on part dans tous les sens. On ne réfléchit pas suffisamment. Donc, moi, j'aurais aimé que, si c'est la collectivité, si c'est les communautés d'agglomération, ou les communes, ou même le tourisme, quoi. Le tourisme ne peut pas être insensible à des panneaux qui ne sont pas... Vous voyez, qui sont pas propres, qui sont illisibles, qui sont bancales, enfin, au bout. Bancales. Voilà, donc, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais dommage qu'on n'a pas suffisamment d'images, mais j'avais un certain nombre. Mais on fait quoi qu'il en soit, c'est ça. Voilà, j'aurais bien aimé que les télévisions, les autres médias, les journalistes s'intéressent à ça, pour faire un inventaire des panneaux à la Martinique, et pour faire en sorte que nous puissions demander au moins d'avoir des panneaux correctement écrits, parce que c'est le début de l'ordre, le début de l'organisation. C'est possible, puisque regarde, à une époque, on n'était pas foutu, le monde n'est pas correct, on n'était pas capable d'avoir des ronds-points corrects, de paysages. Il y a un progrès. Donc c'est à nous de le dire avec autorité et insistance. Les poubelles, tout ça aussi, parce que ça demeure hein, dans les communes. Je ne sais pas pour Fort-de-France, mais dans les communes, il y a des endroits où il y a des poubelles qui sont là, ou bien des vieilles maisons abandonnées. Je sais que, bon, on s'est déjà posé ces questions, avec des arbres qui grandissent dans les maisons à l'entrée. Par exemple, à ma commune, le Robert, au Courbaril, il y a une petite maison, la Mélicédée, mais qu'elle a recouvert, et puis en l'eau, je veux dire, vous voyez, ce sont des petites choses, ça ne demande pas des sommes incroyables, ça demande une conscience.
Ça demande une volonté de créer un pays propre, Mais tu sais un pays sain, un pays Mais organisé. tu sais pourquoi, Christian? Il n'y a pas assez de femmes, de vraies femmes, des femmes-femmes. Parce que c'est les femmes qui sont politiques qui essaient de faire comme les hommes. Donc elles ne s'occupent pas de ces choses-là. Mais il faudrait Oui, qu'il y mais ait en des tout cas, on femmes-femmes. reviendra sur ce C'est un sujet. autre débat. Ça me paraît Je très préfère pas important. rentrer dedans sur les femmes. Ça va, hein. oui. J'ai lancé le jeune, mais il n'a moi, pas, j'aimerais que bien embauché. les télévisions nous accompagnent dans cette volonté, dans cette démarche d'identifier et d'alerter et enfin de seras solutionner ce Tu seras entendu. Mon fils, votre émission pèse de plus en plus sur le terrain médiatique et tu seras entendu. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir, qui c'est qui va murmurer à l'oreille de M. Trump d'arrêter de faire des bêtises? Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer jusqu'où ce monsieur-là ira? Peut-être que la bourse va lui faire comprendre. Ouais. Oui, mais tu as complètement raison. Donald Trump, là, il est dans une espèce de chute en avant où chaque minute qui passe, il y a une annonce nouvelle qui perturbe le monde, qui explose complètement le principe même de multilatéralisme. C'est ça que Trump a entamé avec ses prises de position multiples. On ne va pas faire l'inventaire Non. parce que Non, on en aurait pour la nuit entière, mais citons quand même retrait de l'accord de Paris. Ça, c'est une décision importante qui bouleverse des accords qui pouvaient mettre en synergie beaucoup de pays dans le monde. Les attaques contre les lois d'immigration, la sortie de l'OMS, de la santé. Donc, le type abandonne, il sort d'une organisation qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui œuvre aujourd'hui à fédérer les initiatives de santé publique mondiale. La recherche, il a sacrifié complètement ses investissements sur la recherche fondamentale et même appliquée aux États-Unis en licenciant massivement les plus grands scientifiques américains, à tel point qu'on va peut-être en recevoir maintenant en Europe, etc., etc. La suppression de l'USAID, qui 90% des budgets sont sortis des comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À quoi ça servait L'USAID, c'est des aides qui servaient à venir en aide aux pays en difficulté du monde. Et certains pays profitaient de ces aides à hauteur de 50, 60, 70% dans leur budget de fonctionnement d'État, si vous voulez. Et donc, il y a un calcul qui a été fait, on parle de 500 millions de morts que l'arrêt de l'USAID va provoquer à très court terme. Parce que les épidémies vont repartir, parce que les systèmes de santé, il n'y a pas d'achat de médicaments, Ouais. etc. Donc, ça aura des conséquences catastrophiques. Donc, voilà. Alors, il a une forme de brutalité. Certains disent que ça fera bouger les lignes, donc c'est efficace. Mais bon, quand même, cette brutalité. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Alors moi, je vois trois choses qui peuvent... Alors l'arrêter, je ne sais pas si ça va l'arrêter, mais les trois forces qui existent, il y a d'abord la force de la loi, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il a le droit de faire tout ce qu'il fait? Il y a quand même un système juridique qui existe aux États-Unis et qui va se mettre en branle à un moment donné. Parce que lui, Qui s'est déjà mis en branle. il s'est déjà mis en branle, mais qui n'a pas encore eu d'effet restrictif. Parce qu'aujourd'hui, les décisions qu'il prend, ce sont les fameux décrets. Il y en a qui sont suspendus. Pour lesquels il a un pouvoir important. Certains sont suspendus. Mais donc il y a la machine judiciaire américaine, je pense, va se mettre en face de lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'opinion publique américaine. Parce que là, on commence à avoir déjà une opinion qui se réveille, qui est surprise, qui est choquée. Et à un moment donné, la grande démocratie qu'est l'Amérique a besoin de son opinion publique. Et si l'opinion publique bascule, il y a des midterms dans 2 ans, c'est quelque chose qui sera compliqué pour lui si réellement le peuple américain conteste sa brutalité. Et puis la troisième force, tu l'as évoqué, c'est la bourse, tout bêtement. Il y a déjà aujourd'hui, on constate un dévissement important du cours de bourse. Et donc, les opérateurs économiques commencent à se poser des questions sur la méthode Trump. Et ça sera, à mon avis, le plus efficace, parce que n'oublions pas que Trump, avant d'être un politique, c'est un businessman. Et ses décisions, ce sont des décisions de business. C'est ça son premier moteur. Et à un moment donné, peut-être que le premier juge de paix chez lui, c'est la bourse, c'est le critère économique. C'est-à-dire que c'est le propre système capitaliste dont il est le chantre et l'apôtre va lui dire, bah, écoute, tu perds pied. Quoi.
C'est marrant. Le capitalisme produit son contrepoison. C'est la force du libéralisme, cela dit. Je trouve ça très subtil. Ça vous donne raison, hein, vous, hein, les propagandistes du capitalisme et du libéralisme. Non, mais c'est très bien. Quand Eddy prenait un air très grave et puis parlait de corruption, ça fait 5-6 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Où est-ce qu'il va inventer ça? Et puis bon, l'actualité lui a donné raison. Et non seulement ici, mais également en Guadeloupe, notamment dans l'affaire dite des grands frères, qui sera jugée bientôt en Martinique. Parle-nous de ça un petit peu. Alors, on peut considérer que c'est du domaine des faits divers. Mais... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, je dis, on peut considérer que c'est du domaine du fait divers, mais pas du tout. Ouais. En réalité, on est dans un fait de société à nature politique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment le fait divers s'intéresse à la société, comment les gens qui sont en marge de la société, entre guillemets, des gens qui sont pour la justice, pour l'instant, des personnes innocentes, mais qui peuvent être transformées en criminels dans les mois qui viennent, s'intéressent à la société. En fait, le vrai débat des émeutes, et notamment les nôtres, mais là, il s'agit d'émeutes de 2021, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est le même ressort. Les enquêteurs ont mis à jour un système de racket et de corruption en lien avec la production préméditée d'émeutes. Alors, vous allez me dire, mais non, mais les émeutes, c'est un truc spontané. Non, pas du tout. Pas du tout. Les fameux grands frères sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de... Oui, c'est du racket. C'est soit on brûle, je dis bien soupçonné, hein, qu'ils ne viennent pas brûler les studios, je veux dire, parce que ça, là c'est dans le réquisitoire définitif du parquet. On crée des associations bidons, on met en place un système de recours à la violence, les émeutes, on brûle, on barre, etc. Et on s'adresse à deux cibles. Un, des élus, en disant, bon les mecs, c'est pas compliqué, soit vous donnez des subventions aux associations que nous avons créées, soit on brûle. Et on s'adresse à des grands groupes privés, des industriels ou des commerçants, en disant, bon les mecs, soit vous payez, soit on brûle. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et c'est plutôt passé sous silence, c'est que l'enquête a mis en exergue le fait qu'il y avait deux complicités. Il y avait une complicité d'élus, parce qu'un système comme ça est sophistiqué, puisqu'il faut payer les manifestants. Attention, hein, les types qui brûlaient étaient payés. Okay, et donc complicité d'élus et complicité de policiers. Donc, vous imaginez donc, la sophistication du système, son caractère étendu à l'ensemble d'un département. Et quand on lit ça, on se dit, Jean Crouzol avait peut-être raison. Oui. Parce que Jean Crouzol disait, des émeutes, il y a de fortes chances que des émeutes soient liées à des éléments criminels. Bon. Alors moi, j'ai retrouvé, je vais vous lire ça, je l'avais déjà lu ici, mais j'avais vu une petite moue de suspicion de... Et en fait, c'était le... comment dirais-je, le rapport, vous savez, on en a parlé ici, le rapport sénatorial contre le trafic de drogue. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et dans le rapport, il y avait des textes qui disaient que la criminalité s'intéressait aux émeutes pour en tirer profit. Alors, notamment dans les trafics de drogue, c'est clair que quand il y a des émeutes, le trafic est autorisé, est plus facile. Et on a ici une petite citation, je vais m'arrêter là, vous allez comprendre. L'évolution du trafic de drogue se double de la survenance de mouvements insurrectionnels ponctuels qui fait craindre une implantation durable de ce système mafieux sur les départements des Antilles, des territoires des Antilles.
les policiers se sont saisis d'une affaire impliquant un fonctionnaire de police dans les émeutes survenues en Guadeloupe au mois de novembre et décembre 2021. Donc, on parle de cette affaire-là. Des investigations sont menées dans le cadre d'une enquête permettant de révéler le double objectif de ces émeutes. Et donc, la question qui était posée, mais c'est quoi l'objectif? C'est sympa. Faire plier l'État, installer le chaos avec la complicité de fonctionnaires de police donnant des renseignements sur les cibles Exact. et les mouvements de forces de l'ordre, utiliser les connexions avec des élus locaux pour tenter d'extorquer des sommes tant aux entreprises locales qu'aux collectivités territoriales sous couvert de versement de sommes à des associations de grands frères en échange d'un arrêt des émeutes. Voilà. T'as tout dit. Le 7 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement français a annoncé une nouvelle approche pour le budget 2026 visant à intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'élaboration et l'exécution des politiques publiques. J'ai trouvé ça très intéressant, très très intéressant, Daniel. C'est intéressant dans le sens que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a on affirme une volonté de faire en sorte que les politiques publiques, en ce qui concerne la réduction des inégalités, soient prises en compte dans chaque article qui va être examiné par le budget. C'est une affirmation d'un principe. On nous dit qu'il faudra qu'il y ait une étude d'impact pour chaque mesure du budget qui sera prise pour voir si cette mesure va avoir une incidence sur la politique de résorption des inégalités. On croit rêver, parce que est-ce qu'on s'imagine vraiment que dans un budget, quand faut-il que le gouvernement ne soit pas renversé, qu'on arrive à faire un budget dans les temps comme on l'a fait, qu'on va faire une étude d'impact pour chaque mesure pour vérifier s'il y a l'égalité. Moi, je dis que là aussi, c'est réaffirmer des principes, mais dans la réalité. La réalité, c'est que dans l'inégalité professionnelle, l'INSEE vous disait qu'elle était de 24,4% en 2022, elle est de 25% en 2023. Elle n'a pas diminué. Donc, quels sont concrètement ce qu'on met en place? Quelle est l'approche? Moi, je ne l'ai pas vue. Alors, encore une fois, ça peut être intéressant, mais dans les mesures concrètes. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, moi, je suis sûre que l'année prochaine, on sera encore, à l'occasion des droits de la femme, on aura encore de grands principes, parce que pendant ce temps, il n'y aura pas plus de transport parce que c'est les femmes qui les prennent et elles ne seront pas mieux organisées, que la violence n'aura pas diminué, qu'on aura toujours des attouchements, les fameux frotteurs dans les transports publics, que dans le monde, au niveau de l'Afghanistan, de l'Iran, etc., les femmes seront toujours aussi maltraitées. Bref, mes chères compagnes femmes, on a encore du boulot. Moi, je ne suis pas pessimiste, parce que je pense que des personnes comme les deux ministres, Aurore Bergé, ministre délégué chargé de l'égalité, et puis il y en a une autre, je n'ai pas la peine de la citer, elles ont introduit, il faut un commencement à tout. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à... Il faut être positif, c'est parce que la pensée positive, l'action positive va faire avancer les choses. Je pense que le féminisme doit être positif. Le féminisme doit... Je te donne la parole. Et c'est sûr c'est sûr que quand on voit l'oppression des femmes afghanes, à qui on demande maintenant de camoufler les ouvertures des maisons pour qu'on ne les voit pas, là, oui, effectivement, on peut être pessimiste. Mais la France est théoriquement un pays démocratique et que ces femmes ministres, donc, je crois que les femmes sont majoritaires dans le gouvernement. Je crois qu'on peut espérer. Moi, je suis optimiste. Eddy? Moi, je pense que je voudrais replacer ça sur le plan politique et dire, en fait, si je peux contribuer à la réflexion auprès des femmes, dire aux femmes qu'elles devraient prendre exemple sur les autres mouvements de revendication anti-discrimination. Il n'y aura pas de progrès s'il n'y a pas de combat. Et le premier combat, il est politique. Les femmes représentent 58% du corps électoral. Alors, l'idée, ce n'est pas de penser ou de rêver que les femmes vont balayer les vieux caciques capitalistes, etc., qui sont au pouvoir, en fait, les hommes, quoi, le système machiste. Mais le fait de venir et sur la scène publique, et puis d'utiliser des méthodes qui ont permis, par exemple, aux Noirs, aux États-Unis, de progresser, je pense que c'est une direction dans laquelle il faut aller. Imaginons simplement
que les femmes décident de boycotter. L'idée de boycotter, simplement. Ça a un impact massif. On l'avait vu dans le sud des Quel États-Unis. boycott tu parles? Le boycott commercial, par exemple. Je Ah non, crois je que c'était parle- autre chose, Non, que non. c'était à la maison. Non, mais ça peut. La grève du sexe, ça existe dans certains pays. Et ça a marché. Le boycott, les blocages, l'intervention massive sur l'espace public. En fait, l'idée, c'est que ça ne passera. Tout le monde, toutes les minorités se battent. Et là, on a une majorité qui ne se bat pas. Et alors, peut-être qu'il faudrait quelques exemples un peu radicaux. Les féministes, au départ, avaient choisi cette voie-là. Et les gens au pouvoir, les hommes au pouvoir, ont tellement eu peur de ce radicalisme féministe qu'ils ont lâché la bride. Je pense que c'est une bonne voie. Oui. Bon, on ne va pas continuer, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. Moi, je crois que... Parlons de Ça, je le Ouais, savais. ouais, on va parler musique, mais très vraiment, moi, je pense qu'il faut que les femmes soient femmes, quoi. Il faut qu'elles soient femmes avec leur vertu, leur qualité, leur force et leur puissance. Leur force et leur puissance. Parce qu'elles dominent le monde. D'abord, ils font des enfants, non? Est-ce que tu es capable de faire un enfant, toi? Donc, je crois. Il ne faut pas qu'elles jouent aux hommes. Tu vois, faut pas qu'elles jouent aux On hommes. avait dit qu'on arrêtait. Les femmes qui sont, Ouais, les femmes qui arrête, sont on n'a pas. en politique viennent et puis jouent aux hommes. Ça va pas marcher. Christian, musique, Oui, hein, alors, jingle, voilà. jingle. Ouais, quand même. Toutes les générations n'ont pas la même lecture, ni de la vie, ni de l'environnement, ni de la musique. Aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui viennent avec un langage, avec des propos, avec des propos structurés aussi, parce que dans notre musique, on s'est moqué de gens, vous voyez, en fait, dans nos musiques traditionnelles. Bien, je vais vous parler de Izzy Kenenga. Izzy Kenenga, c'est un jeune qui aujourd'hui a 41 ans, il a appris la guitare dès l'âge de 5 ans, et puis il a il a été dans un groupe qui s'appelle One Day. Ils ont fait quand même quelques succès. Après, il a pénétré l'univers de Joël Jacoulet, donc Bicaribine. Je vous propose un premier titre qui s'appelle Truc de fou. Ça parle des incohérences de l'éducation à l'école. J'ai 10 ans et déjà beaucoup de choses me dépassent. J'apprends l'histoire d'un pays qui me paraît si loin. Et selon certains ne serait pas le mien. Dans les bouquins je ne trouve quasiment rien sur l'endroit d'où je viens. Avec mes camarades de classe, on parle créole à voix basse. Parce qu'il y a du nom créole, c'est pas bien net qui pas fait l'école. J'apprends l'histoire des grands hommes de ce pays lointain. Qu'il me sera plus difficile de suivre les mêmes chemins. Certains disent que mon teint serait un frein pour aller loin. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Je vous vois dandoliner, c'est joli, c'est beau, c'est nouveau. Et il y a du texte. Il y a du texte, parce que, encore une fois, je le dis, on a beaucoup dansé ici, mais on ne s'est peut-être pas préoccupé de la structuration des textes. Et les jeunes, aujourd'hui, portent ça, à mon avis, qui est très intéressant. Alors, il a eu des prix de la SACEM, ça a lancé sa carrière, et puis il est parti pour Bordeaux. Il a intégré un groupe qui s'appelle Vagabond, et puis après, il a fait plein de petites salles en France. Il a fait le New Morning, il a fait la Cigale à Paris, il a rempli la Cigale. Vous voyez, ce sont des jeunes comme ça qui portent une nouvelle identité. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle Décider. Décider à vivre nos rêves et à rêver nos vies. Donc c'est un jeu de mots. Et si tu penses, qu'est-ce que tu penses à de l'influence pour que j'avance ou pas? Et si tu penses, qu'est-ce que tu penses à de l'influence pour que j'avance ou pas? Sache que je chante comme si on ne m'écoutait pas. Je danse comme si on ne me regardait pas. Et puis je vis comme si chaque jour était le dernier de ma vie. Je chante comme si on ne m'écoutait pas. Je danse comme si on ne me regardait pas. Et puis je vis comme si chaque jour était le dernier de... En fait, c'est le titre Comme si. Mais vous avez vu aussi, c'est très frais, c'est nouveau,
c'est porteur d'innovation, de fraîcheur. de fraîcheur. Alors, comme je l'ai dit, le sens du texte de la chanson, ce n'est pas l'amour naïf, ce ne sont pas des propos ambigus et vifs de sens, et ce sont des chansons pour les jeunes. Et c'est extraordinaire de voir comment les jeunes adhèrent, s'approprient à Ouais. cette chanson, Ouais. à texte qui est vraiment très important. Oh. Donc ici, ça a été beaucoup de tournées, il a des fans partout. On va écouter son troisième titre, c'est précisément c'est Décidé. Décidé. Voilà, vous allez voir aussi que ça obéit aux observations antérieures. On est décidé à vivre nos rêves. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Jamais on ne se laissera vider. La vie est un combat sans trêve. Il faut se battre sans répit. Décidé à faire ce qu'il faut pour atteindre le top niveau. Oh, 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 oh. Puis on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Yeah. Alors, Izzy Kenenga, c'est pas mal de titres qui ont du succès également. Il y a Lova dans Chez moi, Comme si, Décidé, Nous on laisse ça. Enfin, il a beaucoup de titres qui sont connus par les jeunes et qui se reconnaissent dans son jeu. Et puis, Izzy Kenenga, c'est un véritable businessman, quoi, en ce sens qu'il est producteur, il est infographiste, il est réalisateur. Vous voyez, il fait ses textes, il fait ses chansons, il est entrepreneur de spectacle. Ça aussi, c'est des éléments importants parce que l'artiste ne peut plus aujourd'hui rester là comme ça et puis attendre qu'on le produise. Donc, il faut qu'il s'investisse dans une dynamique, créer une société. Vous voyez, il a une maison d'édition. On va écouter. Alors, Izzy Kenenga aussi, il est enraciné. Il est enraciné et il rend hommage, bien évidemment, à ceux qui nous ont précédés. Écoutez cet hommage à Jacob Desvarieux. Aïe l'amour, moi qu'amour, j'y mets un bout en qu'est en moi. Éclaire l'ennui, soleil, c'est où moi, mais lélé, allez, lélé, allez, lélé, allez, c'est où moi, mais. Vague à l'enmer, en joue qui monté en ciel. Et même si l'arc-en-ciel rivait en joue à nier. Beaucoup d'émotions, Oui. beaucoup d'écoute. C'est important. Beaucoup de Il se poésie. produit ce week-end, enfin le 15, là, au Kikimango, avec un jeune pianiste multi-instrumentiste qui s'appelle Niwed, qui a 20 ans, mais qui est époustouflant. Il faut voir ça parce que nous avons l'obligation d'être attentifs à cette nouvelle génération. C'est pas forcément notre culture musicale Oui, mélodique, c'est bien. mais C'est c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, on va terminer par un hommage à Mona également, puisque je vous ai dit que c'est un homme très enraciné, qui a voulu saluer, bien évidemment, les précurseurs qui ont bâti notre musique. La chanson. Anti-chandelle calimé, en tête la montagne l'angèle. Personne pas t'es pensé, t'es qu'à brûler Saint-Pierre. Ou les fait nous comprendre, Saint-Pierre pas t'es pollué pièce, il t'est pollué tellement. C'était en prostituée, qui me parlait, qui me parlait, nous qu'un dit quand même. Qui me parlait, qui me parlait, faut que nous banlis quand même. Qui me parlait, qui me parlait, faut que nous disions quand même. Qui me parlait, qui me parlait, faut que nous banlis quand même. Une petite chandelle. C'est un monument. Vous avez aimé, j'espère. Oui, c'est chouette. C'est bon entre vous. C'est chouette. C'est Voilà, chouette. il faut soutenir des jeunes comme ça parce que, bon, vous savez, aujourd'hui dans France Antilles, il y a une fille qui travaille sur la musique dans la Caraïbe, une jeune qui a 28 ans. Et puis elle dit, notre musique aujourd'hui, elle est dans le monde. Vous voyez? D'accord. Donc c'est à nous d'optimiser tout ça. On a dépassé les 3 minutes, ça valait le coup.
Merci, M. Boutan. Merci vous tous. Merci tout le monde. Merci, Eddy. Merci pour les 3 minutes. Merci, M. Marangeau, d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.